Donc, alors, je suis chargé de faire le pendant de l'autre Yann. Aux interventions de cet après-midi, qui sont aussi scientifiques que celles de ce matin, mais avec d'autres problématiques, qui sont des problématiques liées aux apprentissages. Je vais faire juste je vais essayer d'aller vite, voilà. Pour reprendre ce qu'a fait Yann ce matin, moi je vais plutôt rentrer par l'idée d'explication en sciences, et un lien avec l'idée de modèle, hein. Garcia, donc, qui était plutôt sur de la physique, sur l'explication physique, indique que fournir une explication des phénomènes dans un secteur de la réalité physique consiste essentiellement à fournir un modèle explicatif. Mais ce qui est explicatif dans ces modèles, ce ne sont pas des idées intuitives qui pourraient être associées à certains concepts, ce sont plutôt les relations structurelles entre les concepts eux-mêmes. On voit bien que l'explication est liée de façon très étroite à la construction de modèles dans les activités scientifiques, ce que rappelle aussi Suzanne Bachelard, lorsqu'elle indique que les problèmes posés par l'usage du modèle renvoient toujours finalement à des questions fondamentales, telles que qu'est-ce qu'expliquer pour la science de telle époque, le modèle étant un instrument d'intelligibilité. La plupart des auteurs qui travaillent d'un point de vue plus épistémologique sur les questions du modèle font généralement plus souvent référence au modèle lui-même qu'au processus de modélisation, qui est généralement laissé dans l'ombre. Le modèle pourrait être un moyen de donner à voir une explication se référant à un système complexe, et c'est en général pour cela, ce que disait Yann, qu'un modèle n'est pas une simple description du réel. En général, les auteurs font aussi référence, la plupart du temps, à différents niveaux, à deux niveaux en science de description au sein des modèles, et ce sont les relations entre les éléments constitutifs du modèle qui semblent avoir un pouvoir explicatif. Cette idée de modèle ou d'activité de modélisation va être reprise cet après-midi dans l'intervention d'Alain Kuzniak. En quoi la remarque que je faisais sur modèle et modélisation, qui serait processus de modélisation qui serait laissé dans l'ombre, c'est que du point de vue didactique ou du point de vue des apprentissages qui nous intéressent, ce qui intéresse l'enseignant de SVT ou le formateur, c'est la façon dont, c'est non pas la façon dont des étudiants vont être capables d'apprendre un modèle par cœur et de le répéter, mais ça va être la façon dont les étudiants vont être en mesure de construire ou de reconstruire, plus exactement, de reconstruire les modèles que les enseignants vont leur présenter. Et donc c'est bien ce travail de modélisation qui nous intéresse du point de vue des apprentissages. Par rapport à ces travaux sur l'explication en sciences, je vais me référer rapidement à un certain nombre de remarques de Michel Morange, qui, dans un livre de 2005, indique qu'il n'y a pas dans l'absolu de bonnes explications, mais qu'une explication n'est satisfaisante que dans un contexte particulier, qu'elle est toujours le résultat de choix qui consiste à définir ce qui doit être expliqué et comment l'expliquer. Ainsi, tous les scientifiques ou philosophes qui s'intéressent au concept d'explication insistent sur l'importance du contexte pour comprendre pourquoi des explications ont pu, à un moment ou à un autre, être considérées comme des explications pertinentes. Ce poids du contexte, Keller Fox, précise justement que la diversité des critères selon lesquels les explications sont jugées pertinentes peut en grande partie se comprendre en examinant les pratiques locales, les techniques, les instruments, les systèmes expérimentaux d'une subculture scientifique particulière, juste pour montrer l'importance qu'a le contexte dans lequel on effectue ce travail de modélisation. Et si on fait un parallèle, les élèves, lorsqu'ils construisent, ils reconstruisent des modèles explicatifs, le font aussi en fonction du contexte, des outils cognitifs, de l'état de leur développement, de ce qu'ils sont capables de faire à un moment donné. Cette entrée, pour continuer avec Michel Morange, Michel Morange parle pour la biologie de polyphonie explicative qui ne peut, dit-il, et ne doit être réduite, sans doute justement parce que la nature n'est pas homogène, et Michel Morange présente trois modes d'explication qui coexistent actuellement dans le champ des sciences de la vie. Des explications mécanistes, donc celles dont on a parlé, qu'on a évoquées ce matin, des explications de type darwinienne, qui ont été longuement évoquées ce matin, et des explications de type physique non causal. En gros, c'est toutes les explications où le facteur temps disparaît.
Elle repose sur l'existence de contraintes atemporelles, hein, vous voyez, comme les contraintes énergétiques, thermodynamiques, qui réagissent au change des réactions chimiques, par exemple, notamment celles participant au métabolisme. Michel Morange insiste donc dans un dernier livre qui est paru en 2011 sur la nécessité d'articuler des explications fonctionnelles et des explications évolutionnistes, et sur l'importance de la rencontre actuelle, mais, enfin, de ces deux modes d'explication de la biologie, et aussi sur les nombreux obstacles à surmonter. La rencontre, enfin ce matin, un bon exemple de rencontre entre les dimensions, les explications fonctionnelles et évolutionnistes. Du point de vue didactique, donc là je vais passer à ce qui se passe dans la classe, maintenant les enseignants ont pour fonction d'entrée de permettre aux élèves une acculturation aux sciences, ce qui implique la transformation, hein, ce processus d'acculturation aux sciences implique la transformation des façons de penser, de parler et d'agir des élèves. Mais les élèves, quand ils nous arrivent en classe, ils n'arrivent pas sans une certaine façon d'appréhender le monde vivant. Et notamment, ils arrivent avec des façons animistes, anthropocentriques ou vitalistes d'aborder les questions liées à la biologie. Alors l'animisme, rapidement, les élèves considèrent qu'un être vivant, c'est un truc qui bouge, hein, enfin, vous voyez, qu'animé d'un mouvement de sa propre volonté. Un raisonnement anthropocentrique, c'est des élèves qui pensent que le régime alimentaire de la vache est lié au fait que la vache aime l'herbe, hein, et pas du tout à des déterminations liées au milieu et liées à son plan d'organisation. Et des explications vitalistes, hein, c'est le fait que les phénomènes biologiques soit indépendant ou enfin non lié au phénomène, enfin que le vivant en fait a un statut à part dans la nature et notamment à part de tout ce qui relève du monde minéral. Et donc ils conçoivent des cycles, par exemple des relations trophiques entre le vivant, mais ne passant jamais par le monde minéral. Donc ça, c'est des modes de raisonnement qu'ont les élèves quand ils arrivent, et c'est bien ces façons de penser, de parler et d'agir que lorsqu'on veut leur faire de la biologie, on doit engager à transformer. Le premier registre explicatif dans lequel des élèves arrivent à construire des explications est généralement un registre mécaniste qui est le premier, qui est le mode d'entrée des élèves. Alors, ça pourrait se nuancer, hein, je fais ça un peu vite, mais en gros, on voit que pendant tout le secondaire, les élèves construisent des explications qui sont généralement de type assez mécaniste. Alors, par rapport à leur première façon aux premières façons de penser que j'évoquais avant, on voit bien que le registre mécaniste permet une entrée dans une culture scientifique, mais en même temps, et c'est ça qui va être l'objet notamment de l'intervention de Julie Gobert, ce registre mécaniste dans lequel les élèves construisent des modèles peuvent se constituer en obstacle pour construire d'autres types d'explications que des explications mécanistes. Alors, j'ai regardé les programmes scolaires rapidement, donc si j'ai oublié des bouts, vous allez me dire. Le problème de l'ontogénèse n'est plus explicitement présent en tant que tel dans les programmes du primaire et du secondaire, mais par contre, on peut le trouver implicitement dans certaines thématiques que j'ai essayé d'évoquer, donc tout ce qui relève tout ce qui relève du thème de la génétique en 3e au lycée, tout ce qui relève des thématiques autour de l'immunologie, et donc dans le nouveau programme de première S, dans l'intitulé « De l'œil au cerveau, quelques aspects de la vision » qui fait appel à la plasticité cérébrale. Sur ces différentes thématiques, des travaux en didactique, alors c'est pareil, ça ne prétend pas l'exhaustivité, hein, je vous ai juste indiqué quelques références de recherches récentes en didactique qui s'intéressent à ces questions-là, aux questions d'embryogenèse, donc avec un article de Julie Gobert dans le RDST numéro 1 en 2010. Des travaux autour de la génétique, donc avec l'ouvrage inaugural de Guy Rumela en 86 sur la génétique et sa représentation, et puis le dernier ouvrage de Marine Coquidé, Magali Fuchs-Galzo et Stéphane Tirard sur la génomique. Des travaux sur l'immunologie qui en didactique sont assez anciens, et j'ai peu vu de travaux récents, et des travaux sur le fonctionnement du système nerveux, hein, autour des manuels et des programmes scolaires. Hein, l'équipe de Pierre Clément, Moulier et Abourgui ont développé des travaux. Et dans tous les cas, ce qu'on voit, ce que ces travaux montrent, en gros, c'est qu'effectivement, les élèves ont du mal à se sortir des explications strictement déterministes, et que la plupart du temps, même les programmes scolaires et les manuels n'aident pas trop
hein, n'aide pas trop, c'est un euphémisme, n'aide pas trop les enseignants à engager les élèves dans, la construction d'autres types d'explications que des explications strictement déterministes. Donc c'est à partir de... et donc c'est ça les questions qu'on pourrait se poser d'un point de vue didactique, c'est voilà, quelles sont les conditions qui peuvent permettre, et à quel moment dans la scolarité, d'un point de vue curriculaire, à quel moment on pourrait envisager que les élèves... Alors il ne s'agit pas qu'ils abandonnent des explications déterministes, mais à quel moment ils peuvent construire d'autres types d'explications en plus de celles déterministes qui sont à leur disposition. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement les deux interventions de cet après-midi. Donc tout d'abord l'intervention d'Alain Kuzniak, donc, qui est professeur d'université en didactique au laboratoire de didactique André Revuse à Paris 7. Pourquoi ça? Parce que vous voyez que l'idée de modèle ou de modélisation a été vivement évoquée de nombreuses fois et qu'on a une nécessité de collaborer de collaboration interdisciplinaire avec les mathématiques qui ne sont pas seulement auxiliaires de la biologie, mais elles sont aussi créatrices elles-mêmes des objets à conceptualiser et de leur façon et des modalités de conceptualisation. C'est bien autour de ce concept de modélisation que se font les rencontres, la plupart du temps, entre les mathématiciens et les biologistes. Ces collaborations sont relativement, au niveau historique, sont relativement en retard pour des raisons, des hostilités de nombreux biologistes, depuis Auguste Comte et Claude Bernard aux mathématiciens, aux approches mathématiques, et aussi à une considération, et aussi à une certaine mal-considération des statisticiens dans le champ des mathématiques. Et on est aussi très en retard du point de vue de cette interdisciplinarité dans les classes, même si le mot d'ordre de l'interdisciplinarité a été lancé en 1975. En termes de mise en œuvre dans les pratiques, c'est plus difficile. Donc Alain Kuzniak va nous présenter deux exemples de modélisation. Un historique, autour des travaux de Bernoulli, de Laplace et de Duvillard sur le processus de variolisation, que Canguilhem a salué comme un séisme épistémologique, et un exemple de modélisation plus actuelle autour de l'établissement de corrélation entre des anomalies génitales et la prise d'un médicament qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. La deuxième intervention, donc celle de Julie Gobert, va essayer de vise un questionnement épistémologique par rapport aux recherches probabilistes en médecine et en biologie, et elle va tenter de distinguer deux lignées théoriques, celle d'un déterminisme strict et celle d'un déterminisme probabiliste, à travers donc des travaux de Laplace, Claude Bernard et Mendel, afin d'en dégager des obstacles épistémologiques à une pensée probabiliste, la question étant de savoir comment ces obstacles épistémologiques peuvent rejouer ou jouer dans la classe, dans les processus d'apprentissage des élèves. Voilà.